Dakar, l'association Akamazoa du père Pedro, une figure incontournable du catholicisme dans le pays, reçoit le pape François. Depuis 30 ans, cette association aide les plus démunis qui fuient dans la décharge d'Antananarivo. Akamazoa est devenue une ville dans la ville, une cité à part avec ses propres règles et son leader charismatique. Reportage à suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, cette actualité en bref. Le torchon brûle entre le général Sekouba Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara. À en croire certains médias, les deux frères d'armes ne tissent plus le même coton en ce moment. Le premier cité a récemment menacé d'accélérer la traduction du second à la Cour pénale internationale alors qu'une rencontre des deux hommes était annoncée à Ouagadougou. Le président de l'Assemblée nationale, bien favorable à un changement de constitution, il l'a déjà dit hier en compagnie de certains cadres ressortissants de Kissidougou et Gekedou, Claude Korikondiano est venu promettre au siège du RPG Arc-en-Ciel de promouvoir le futur projet. Cela fait 10 ans que le mouvement Diompilo dont il est membre soutient les actions du chef de l'État et il veut continuer à se montrer de plus en plus actif sur le terrain. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Din Camara. Face aux militants du RPG Arc-en-Ciel ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Commission économie et finances du Parlement, l'ancien ministre du Commerce. À la tête d'un mouvement de soutien au parti au pouvoir, ils sont venus exprimer leur soutien au projet de nouvelle constitution. La constitution de 2010, dont l'abrogation est visée par l'établissement d'une nouvelle constitution, est une constitution de sortie d'un régime d'exception. Diompilo, dont le nom signifie union entre les membres de la communauté, se reconnaît dans cette approche du chef de l'État et fait sienne la proposition de Monsieur le Président de la République en faveur des consultations en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Cela fait 10 ans qu'ils sont en association, 10 ans qu'ils soutiennent les actions du président Alpha Condé. Après l'adresse à la nation du chef de l'État, ces cadres veulent battre campagne pour promouvoir le futur projet de nouvelle constitution. Faire en sorte que le mouvement Diompilo soit le levain du débat démocratique, soit le levain pour la nouvelle constitution à travers les consultations que le Premier ministre doit mener. Diompilo, du nom de ce mouvement de soutien, évolue dans l'espace Kissia. Et en plus bref encore, le Front national pour la défense de la Constitution vient de rendre public ce lundi même une nouvelle liste de ceux qu'il appelle promoteurs du troisième mandat. C'est la 4e liste des cadres proches du régime et même du président Alpha Condé. Les anciens journalistes Tibou Camara et Aïssatou Bella Diallo figurent au 2e et 9e rang. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu vendredi à Madinadjan dans la préfecture de Kindia. On en reparle. C'est un camion citerne qui est venu percuter un autre poids lourd stationné en bordure de route. Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré ont été sur les lieux. Vous allez le voir, les dégâts sont importants. Les nuages de fumée ont été filmés par des amateurs, impressionnés par les dégâts de l'incendie. Nous sommes à Madinadjan, dans la préfecture de Kindia, à 80 km de Conakry. Il est 15 heures, passé de quelques minutes. Un camion-citerne vient à peine de s'écraser. 24 heures plus tard, le feu est toujours là. Des deux camions, il ne reste plus rien. La cabine, le réservoir, le moteur, les deux poids lourds ne sont rien d'autre qu'un tas de ferraille. Cet homme sortait de la mosquée lorsque soudain, il a entendu un bruit assourdissant. Le conducteur de la citerne voulait doubler un minibus. Il a quitté la chaussée. L'un de ses pneus a éclaté et à peine écrasé, le camion a pris feu. Le pneu dans un creux, le chauffeur de la citerne qui cherchait à doubler un minibus n'a pas pu garder l'équilibre de son camion. Il vient percuter cet autre poids lourd qui était en panne avant de s'embraser. Ibrahim est le chauffeur du camion en panne. Il ne peut que remercier le bon Dieu malgré les dégâts.
Mon camion contenait du riz, des cartons, des pneus, de l'huile de moteur. J'avais beaucoup de choses. Rien ne reste. Le camion est complètement calciné. Mais Dieu merci, mes apprentis et moi allons bien. Mais le camion et les marchandises, tout est parti en fumée. La citerne, à l'origine de l'accident, a une cuve de plus de 30 000 litres. Le liquide inflammable a coulé sur plusieurs mètres, suivi des flammes. 3 enfants ont été brûlés pendant qu'ils étaient dans l'eau. Dans la cabine de la citerne, ils étaient 2. Un seul est sorti vivant. Le chauffeur de la citerne n'a pas survécu à l'accident. Il est décédé plus tard à l'hôpital, à côté de plusieurs blessés. Pour l'instant, on parle de 13 victimes. Certaines parmi elles sont méconnaissables. Aussitôt informés, quelques proches sont venus prendre des nouvelles, sonnés par ce qui s'est passé. Il a 2 femmes, 3 enfants. Il nous a quittés pour tout. J'étais malade. Tout le temps, il est à côté de moi à l'hôpital. L'immense gerbe de feu a calciné 9 motos, une voiture, un vélo. 8 boutiques à proximité de la route sont pulvérisées. Des arbres entiers carbonisés. Ce soir, on parle de 13 personnes victimes de brûlures, dont une femme en état de famille. Au-delà des dégâts matériels, il faut dire que plusieurs personnes ont été blessées dans cet accident. Elles ont été admises au service d'urgence de l'hôpital d'Ikoya pour des soins. Comment sauvegarder son environnement? Voilà bien une question qui taraude l'esprit des acteurs en charge de la protection de l'environnement. Samedi, une marche verte a été organisée par les volontaires qui font de leur préoccupation le reboisement pour atténuer le réchauffement de la planète. Ils ont procédé notamment à la restauration de la couche végétale de la forêt de Demoudoula. Reportage Mohamed Valek-Touré, Abdoulaye Kamara. Une marche verte pour attirer l'attention de l'opinion sur les effets du changement climatique. Du centre émetteur de Kipé au site de Demoudoula, ces environnementalistes ont battu le pavé pour faire comprendre aux citoyens les effets du changement climatique et des actions de restauration des zones dégradées. Sans arbres, il n'y a pas de vie. Sans arbres, il n'y aura pas d'eau. Sans arbres, il n'y aura pas... nos terres seront arides et la sécheresse va gagner le pays. Les forêts aujourd'hui semblent être la proie des activités dévastatrices de l'homme, à savoir les feux de brousse et les exploitations forestières à des fins commerciales. Cela impacterait la plus grande partie de l'écosystème guinéen qui protège toutes les formes de vie et de biodiversité qu'il abrite. Un signal pour les acteurs de l'environnement qui soutiennent que le changement climatique est une réalité. L'action de reboisement, c'est vraiment des actions qu'il faut mener, des actions citoyennes. Tout le monde doit être impliqué. Dans le cadre d'Interpol de la police judiciaire, nous agissons contre le crime faunique, le crime environnemental. Donc il est de notre devoir d'assister les environnementalistes pour planter des arbres, pour pouvoir quand même parer à ces éventualités. Les recherches apportées attestent que les forêts absorbent plus de 20% des gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement climatique. Chaque citoyen, chaque Guinéen doit poser un acte de citoyenneté que nous avons choisi comme slogan cette année, un Guinéen, un arbre. C'est une façon d'impliquer toutes les parties prenantes pour que chacun puisse poser ce acte de citoyenneté. L'objectif souhaité, c'est de mettre à terre 1 500 000 plants. La police guinéenne, de son côté, s'engage aux côtés des initiateurs pour un suivi régulier des actions qui vont être menées sur ce site. Le procès intenté par le parquet du tribunal de première instance de Kaloum contre Fodé Baldé Mohamed Bangoura a repris ce lundi. Le ministère public sollicite l'application de la loi sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Le responsable de la communication digitale de l'Union des forces républicaines et le directeur des publications de Mosaïque Guinée sont poursuivis pour une tribune signée par Fodé Baldé dans laquelle il évoque l'éventualité d'une élection du président Alpha Condé à la tête de la CEDEAO. Parlons sport.
d'abord. Après sa précieuse victoire à Abidjan sur 1-0 ce samedi, le Sili National Espoir a regagné Conakry hier dimanche à 14h. L'équipe a voyagé à bord du même vol que les adversaires ivoiriens. Souleymane Camara Abedi refuse de tomber dans la facilité. Il l'a fait savoir au micro de Paul Fatia Tunkara et Aboubacar Din Camara. Aussitôt arrivé à Conakry, énorgueilli de la victoire à Abidjan, Souleymane Camara Abedi s'est dit satisfait de la prestation de ses hommes. Le coach guinéen reste cependant très prudent quant au match retour face aux Ivoiriens qui n'ont pas encore abdiqué. Pour le moment, moi je ne suis pas content parce qu'on avait de quoi chercher, on a raté des occasions. Normalement, il fallait se mettre à l'abri dès le match aller parce qu'on a eu au moins assez d'occasions. Mais ce qui est sûr, nous avons pris une option sur les adversaires. Le match retour, c'est mardi. Ma mission, c'est de faire qualifier l'équipe, donc il ne faut pas vite parler, on est très serein. Après la débâcle essuyée par le Sili National Senior à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et la disqualification du Sili Cadet au prochain mondial de sa catégorie, tous les regards sont désormais rivés sur le Sili National Espoir. Souleymane Camara Abedi se dit très conscient de l'enjeu que revêt ce match retour. Malgré les 17 professionnels sur 11, il y avait 10 professionnels locaux. Ça ne nous a pas empêché de ne pas gagner. Nous allons nous reposer et mettre la volonté dessus. C'est ce que le peuple guinéen attend de nous. Et notre objectif, c'est de vraiment se réconcilier avec la population guinéenne. Lors du match retour programmé ce mardi 10 septembre au stade du 28 septembre de Conakry, le Sili U23 devra encore rééditer l'exploit d'Abidjan ou à défaut conserver son acquis pour officiellement arracher son ticket pour la CAN des moins de 23 ans. Ce responsable de la Fédération guinéenne de football appelle tout le public sportif à massivement se mobiliser derrière le 11 national. Ici en Guinée, donc on demande vraiment au public sportif de venir très nombreux parce que ce sera le 12e joueur qui fera la décision et vraiment on attend beaucoup du public guinéen qui a toujours su être derrière son 11. L'actualité sur le continent à présent. Le pape à Madagascar, il rendra visite à l'association Akamazoa du Père Pedro. C'est une figure incontournable du catholicisme dans le pays. Depuis 30 ans, cette association aide les plus démunis qui fouillent dans la décharge d'Antananarivo. Akamazoa est devenue une ville dans la ville, une cité à part avec ses propres règles et son leader charismatique. Suivez ce commentaire de nos confrères de l'AFP. Cela fait plus de 40 ans que Fanzanirine fouille tous les jours dans la plus grande décharge d'Antananarivo. C'est difficile ce travail parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose. Je gagne 40 centimes d'euros par jour pour un seau de charbon, 50 centimes d'euros pour un panier d'os. Je gagne souvent 40 centimes d'euros pour les bouteilles en aluminium. Grâce à l'association Akamasu du célèbre Père Pedro, cette mère de 48 ans peut scolariser ses enfants et avoir une jolie maison pour une somme symbolique versée à l'association. Au-dessus d'une partie de la décharge, une ville entière a été construite petit à petit par les fouilleurs eux-mêmes. 25 000 personnes ont aujourd'hui un logement et 14 500 enfants sont scolarisés. Après avoir vu sa mère fouiller toute sa vie dans les ordures, Mamnirine, 12 ans, espère une autre vie. Je ne veux pas fouiller dans les ordures comme ma mère, parce que ce n'est pas juste. Mais un jour, notre vie va changer. Un jour, je veux devenir institutrice ou médecin. Cette chance, Mamnirine la doit à cet homme, le Père Pedro. Argentin comme le pape François, il découvre la grande île il y a un demi-siècle et depuis dédie sa vie au peuple des ordures. Nous avons humanisé cette décharge-là. Nous l'avons humanisée. Parce que si on n'aurait pas eu notre école, tout le travail qu'on a fait, qu'Akamasu a fait ici, ça aurait été un lieu de violence et d'anarchie totale. Aujourd'hui, ils sont pauvres mais dignes. Il y a une dignité ici. Cette dignité n'a pas de prix. Cette dignité, Liv va la retrouver grâce au Père Pedro. À 6 ans, il fouillait dans la décharge avec ses parents quand il a rencontré le prêtre. Scolarisé grâce à l'association, il est aujourd'hui professeur de mathématiques. Pour moi, le Père Pedro, c'est la main de Dieu qui m'a touché directement. Quand il dit quelque chose, il le fait. J'en suis témoin depuis longtemps. C'est la première fois qu'un pape visite la cité d'Akamasu, une consécration pour le Père Pedro dont l'association survit grâce aux dons étrangers.
La France n'est pas une terre d'asile psychiatrique, a lancé Marine Le Pen depuis son fief de Hénin-Beaumont, c'est dans le département du Pas-de-Calais. En pleine rentrée politique, la présidente du Rassemblement national a également et vivement critiqué la gestion gouvernementale des manifestations des Gilets jaunes. De l'autre côté, Édouard Philippe enterre définitivement toute candidature au municipal à Paris, tout en avivant l'hypothèse de le voir figurer sur une liste au Havre, ville dont il a déjà été maire et où il a ses tripes. Suivez ce commentaire des images de nos confrères de l'AFP. Ces lynchages pour des motifs futiles, ces passages à tabac pour un simple regard, ces violences verbales ou physiques sur les femmes, ces exactions barbares de prétendus déséquilibrés, souvent venus d'ailleurs. À supposer que ces criminels barbares agissent seulement par folie et non pas, comme tout le laisse à croire, pour des mobiles politico-religieux, je le dis, la France n'est pas une terre d'asile psychiatrique. La sécurité, ça commence par la sécurité de nos rues. Parce qu'il n'y a pas de vie sociale, plus de vie sociale, plus de liberté et plus de dignité des personnes sans sécurité, les élections municipales seront l'occasion de placer la sécurité au cœur du débat politique. Des mots blessants. On est passé au fil des mois aux actes blessants. Il m'est arrivé récemment qu'on me dise Édouard, tu devrais aller te présenter à tel endroit. C'est arrivé. Ça n'a aucun sens. C'est très flatteur et c'est sans doute très agréable. Mais je vous le dis, mes amis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà un excellent candidat investi par La République En Marche à Paris. On n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit où l'on est enraciné, à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, notez bien, si un jour je devais être candidat au municipal, je ne vois pas très bien où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre. On en vient à cette actualité à Souapiti. Désespoir, inquiétude, colère. Le constat est amer chez les déguerpis du barrage hydroélectrique en construction. Les localités qui attendent d'être délocalisées craignent une inondation depuis la fermeture de la première vanne du barrage, alors que toutes les cités devant accueillir les déplacés ne sont pas prêtes. Préoccupés de cette situation, l'Union pour la défense des sinistrés de Souapiti sillonne des villages concernés pour s'enquérir des réalités. Malik Sangiana Kamara nous signe ce focus. C'est ici à Madina que les habitants de Tahiré, l'une des localités situées au bord des Konkouré, ont été réinstallés. Le projet Souapiti a tenu à mettre à l'abri des villages qui risquent d'être inondés lorsque le barrage en construction sera mis en marche. 5 mois seulement après leur déplacement, ces habitants dénoncent la mauvaise qualité des maisons construites par le projet Souapiti. Les toitures suintent, les plafonds commencent à pourrir. À cela s'ajoutent les conditions de vie difficiles. Pas de nourriture, l'eau qui sort du robinet une fois dans les récipients change de couleur quelques minutes après. Ces citoyens préfèrent d'ailleurs l'eau de pluie. Pour eux, ils ont été abandonnés par le projet Souapiti depuis leur réinstallation. Ils nous ont jetés ici comme des animaux. On n'a rien à manger. Tout a été laissé là où nous étions. On a eu des maisons manquantes. Ma femme et ma maman n'ont pas eu de maison. Nous en avons eu au moins. Nous sommes tous réunis dans une même concession. Leurs activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Certains ont préféré rester dans leur hameau. Ils sont auprès de leurs animaux en brousse pour assurer la surveillance. À Madina, on n'accepte pas que les animaux entrent au village. C'est pourquoi je suis là. Nous sommes obligés. Dans le district de Khouloufa, des plaintes sont nombreuses. Une partie du village est prise en compte par le projet pour être indemnisée et une autre partie laissée pour compte entre l'inquiétude et la solitude. Cependant,
À Buramaya Soso, dans la sous-préfecture de Tenekansa, ce sont des larmes qui coulent. Leurs champs de riz et de fonio sont envahis par des eaux suite à l'ouverture des vannes du barrage de Swapiti. Ce village devrait plus tard laisser place à la montée des eaux. Les travaux de la nouvelle cité qui devant les accueillir n'ont pas débuté encore. Des soucis pour cette population. Premièrement, on a perdu nos labours. Deuxièmement, nous avons perdu nos plaines. Et ensuite, on n'a pas là où rester. Mais quoi faire? Quant à la population de Gatalaba et ses voisines aussi en instant de déplacement, elles exigent leur dédommagement en espèces que d'habiter les maisons qu'elles qualifient d'inconfortables et mal construites. Par ailleurs, les habitants de Kimfaya qui sont recasés sur ces sites ne cessent d'exprimer leurs regrets par rapport aux multiples promesses qui les ont été faites par le projet. Ils manifestent le besoin d'eau potable, de terres cultivables ou encore des enclos pour les animaux entre autres. À concourir, 2 familles refusent de quitter tant que toutes leurs réalisations ne sont pas prises en compte. Dès que cela y est, tout de suite, nous ne serons pas réticents, nous allons bouger. La construction du barrage Swapiti devrait toucher plus de 80 villages partagés entre les préfectures de Dibrika, Kindia, Télémélé et Pita. L'Union pour la défense des sinistrés du barrage Swapiti ne cesse de se battre sur le terrain auprès des autorités afin de prendre les réclamations des déplacés en compte. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain contact avec l'actualité et ce sera une première à 20h. Mamadou Boy Diallo s'y colle. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.